8h44, la question sociale est posée. C'est Alexis Corbière qui le disait tout à l'heure sur Europe 1 face à Louis de Ragnel. La question sociale, la grogne sociale qui fait tout pour sortir des raffineries. Elles sont toutes chez Total, 5 sur 5 en grève reconduite jusqu'à demain. En attendant ce mouvement interprofessionnel à l'appel de la CGT, mais pas seulement. Vous avez des syndicats qui, il y a 15 jours, disaient non, il faut négocier les salaires type FO, UNSA, qui demain seront dans la rue. Alors, quelle sera l'ampleur de cette mobilisation? Elle aura valeur de test pour Emmanuel Macron. C'est aussi extrêmement important dans cette séquence de fragilité politique pour lui. On la mesure à ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. On va parler aussi de l'école. Aujourd'hui, journée particulière avec une invitation dans tous les établissements à commémorer la mémoire de Samuel Paty, décapité il y a 2 ans. Il faut s'en souvenir. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. De Valeurs Actuelles, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Carole Barjon. Bonjour. De l'Obs, on va dire un petit mot quand même de la situation sociale. Vous croyez, Carole, que nous sommes à l'aube d'un grand mouvement social? C'est incertain. Tout peut se produire, on a l'impression, là, ces jours-ci. Une parole malheureuse d'un ministre ou d'un Premier ministre, etc., ça peut aller vite. Oui, ça peut aller vite. On est un peu à la croisée des chemins. Je notais quand même que la semaine dernière, au-delà de l'essence, des raffineries, il y avait aussi, par exemple, des salariés de Monoprix dans l'Ouest qui s'étaient mis en grève pour des hausses de salaire. Eh oui. Vous avez repéré que dans des entreprises dont on ne parle pas beaucoup, exactement, il se passe des choses. Donc, voilà, on se dit qu'il y a peut-être des choses qui bougent dans d'autres domaines que l'essence. Oui. Et est-ce que tout ça peut se coaguler? C'est évidemment la question, on n'a pas la réponse, mais on sent que, il y a une... ça peut s'embraser. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il se passe plein de choses. Alors, on a ces chiffres de l'OFCE qui nous dit la perte de pouvoir d'achat sur les 6 premiers mois de l'année, c'est la plus forte baisse depuis 40 ans, rendez-vous compte. Et on a Jean-Luc Mélenchon, hier, qui, à l'avant de la manifestation contre la vie chère, nous dit la grande conjonction est en marche, et il tient donc son scénario. Vous avez vu ça, Charlotte Dornelas, le chef des Insoumis, nous dit jour 1, marche populaire, hier donc, jour 2, 49.3, alors ce sera peut-être plutôt mercredi apparemment, jour 3, grève générale. Voilà, le scénario est écrit. Oui, alors il est souvent écrit, c'est-à-dire que c'est un mouvement politique dans lequel on espère de tout son cœur le grand soir, ou le grand matin, je sais pas, mais avec cette grève générale, la grève générale, je pense qu'on y va parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de participer de cette grève générale aujourd'hui en France, ça c'est une certitude. En revanche, ce qui est beaucoup plus inquiétant, on va dire, que la démarche de Jean-Luc Mélenchon lui-même, c'est l'inquiétude qui là est très 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 largement partagée, inquiétude qui se transforme en colère chez certains, mais qui n'est qu'au stade de l'inquiétude, mais l'inquiétude c'est déjà énorme quand elle est partagée par l'immense majorité de votre population. L'inquiétude de l'inflation, il y a ce sondage IFOP JDD d'hier, 82% des Français estiment que le gouvernement n'en fait pas assez contre l'inflation. C'est ça, et puis vous avez des gens qui ont, à l'échelle individuelle ou même à l'échelle plus collective, des gens qui ont fait tout bien attention l'année dernière, justement en étant prévoyants, en se disant, étant donné les choix qui sont faits, étant donné l'état de la guerre en Ukraine, etc., on va faire attention, et puis qui voient leur facture exploser, qui se disent je ne vais pas pouvoir. Oui, et là on retrouve épargné en 2020 va être vite brûlé. C'est ça. Donc là on retrouve cette inquiétude assez légitime qu'on avait trouvée au début des Gilets jaunes, et je rappelle ça à dessein, puisque je pense que Jean-Luc Mélenchon espère, comme il avait espéré à l'époque, le blocage absolu de la société, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi les Gilets jaunes ou ceux qui les soutenaient. Souvenons-nous, au début, nous étions une immense majorité en France à soutenir ce mouvement-là, ce mouvement d'inquiétude et de revendication d'une vie décente pour vivre de son travail. Je pense qu'il y en a qui ont été un peu échaudés par le soutien à l'époque de Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas sûr que ce soit lui qui crée la conjonction, on va dire, aujourd'hui dans le pays. Non, de toute façon, il y a une bataille de leadership, on le voit, entre les syndicats et les partis politiques. Bien sûr, et les syndicats ne le suivent pas lui. La CGT n'était pas dans le cortège de la France Insoumise. Non, bien sûr, mais par ailleurs, il y a plein de Français qui seraient d'accord, je veux dire, contre la vie chère. Bon, déjà, c'est un slogan très large. Regardez, je vous cite le journal Les Échos. Vous avez un type qui travaille dans le conseil, qui nous dit la question d'une réindexation temporaire des salaires sur les prix pourrait se poser afin d'éviter une paupérisation des salariés. On n'est pas dans les colonnes de l'Humanité ou de Libération, là. C'est-à-dire que vraiment, on voit surgir des réflexions, des mécanismes qu'on ressort de la boîte, qu'on avait enfermés il y a 40 ans pour lutter contre l'inflation. C'est retour vers le futur. vers le futur, puisqu'on se souvient que c'était Jacques Delors, je crois, sous Mitterrand, qui avait mis fin justement 1983, à l'indexation absolument des salaires sur les prix.
Donc effectivement, si on en revient là, oui, on revient un peu 40 ans en arrière. Ouais. Et non, mais ça prouve aussi, évidemment, si ça peut être évoqué, ça prouve, oui, que la situation est grave et prise au sérieux quand même. Bon, parlons un petit peu de l'école, journée importante, je le disais, je souhaite insister parce que c'est un prolongement aussi de ce vendredi thématique que nous vous avons proposé. La semaine dernière, cette journée de célébration, de commémoration de la mémoire de Samuel Paty. Aujourd'hui, les écoles sont invitées, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation, que ce soit dans la célébration elle-même et dans sa forme, à faire cette petite cérémonie. On sent que, ce sujet laïcité, il va coller au basque du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Il était invité à la radio hier pour en parler. Il se défile pas, ceci dit, sur le sujet, Carole Barjon, Pap Ndiaye. Hein. Lui qu'on disait comme le ministre woke, qui serait très mal à l'aise avec les questions de laïcité, finalement, il saisit le sujet à bras-le-corps. Oui et non. Ouais. C'est-à-dire que, oui, il y a eu un discours de fermeté. Il a répété 4 fois, nous serons très fermes, la laïcité c'est un sujet qui n'est pas négociable, etc. Mais ensuite, quand on en arrive aux solutions face à la montée de toutes les alertes qui sont remontées des établissements, il y a eu 313 signalements, je crois, pour c'est très en dessous de la réalité, à tout la le monde est d'accord pour le laïcité dire. et peut-être même en dessous de la réalité. Donc le mérite qu'il a eu, c'est effectivement que maintenant il y aura ces remontées et une sorte de bilan mensuel, alors qu'auparavant il n'était que trimestriel. Mais dans les solutions qu'il avance, honnêtement, on a l'impression qu'on a le même discours depuis des années. C'est-à-dire, voilà, il faut que les chefs d'établissement et les professeurs fassent preuve de discernement. Bon, et donc on renvoie toujours la balle. Eux disent le règlement n'est pas clair. L'abaya, par exemple, voilà, c'est très compliqué de dire vêtements religieux ou pas. Ne veulent pas faire ce travail de police, comme disent un certain nombre de profs, et demandent effectivement des consignes très claires. Ce à quoi Pap Ndiaye répond, mais moi je vais quand même pas faire un catalogue des tenues autorisées dans le moindre détail. Là, là-dessus, il a pas tort, mais le problème n'est pas là. À mon avis, le problème, c'est depuis le début, on a pris ce sujet par le mauvais côté, c'est-à-dire que on l'a pris par le biais du religieux, c'est-à-dire est-ce qu'un vêtement est religieux ou non, et ça donne lieu à des débats philosophiques absolument interminables depuis 30 ans. Alors par quel bout fallait-il le prendre ? Peut-être par le biais ou de la sécurité, comme ça avait été fait pour le port de la burqa. Je vous rappelle que la burqa a été interdite parce qu'on ne peut pas dissimuler son visage pour des raisons de sécurité. Et là, il y a peut-être une solution que l'éducation nationale peut prendre, c'est l'uniforme qui avait été proposé par François Baroin en 2003. C'est vrai. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Pap Ndiaye n'a pas totalement fermé la porte. Alors, mais enfin, moi je trouve ça un peu, c'est comme le burkini, on avait dit non, on peut pas l'autoriser à la piscine parce que vous comprenez, sur le plan sanitaire, sur le plan des germes et tout, c'est pas terrible. Bon, là c'est quand même une espèce de subterfuge qu'on tente de trouver pour régler un problème qui est quand même un problème religieux, Charlotte Dornelas. Non, mais c'est un problème religieux. Là, c'est surtout la partie culturelle du problème religieux. C'est-à-dire que c'est la manière de s'habiller. En fait, moi, ce qui me frappe, et ça me frappe systématiquement à chaque fois qu'on a ce débat-là, mais là en particulier, c'est-à-dire qu'on a un ministre qui arrive, qui en effet nous dit on va avoir des chiffres plus souvent, on va défendre des valeurs et être très ferme sur des valeurs. Alors c'est bien, nous d'un côté on a des chiffres et des valeurs, et de l'autre côté il y a des mecs qui disent tu vas manger comme ça, tu vas t'habiller comme ça, c'est très concret dans la vie, hein. Tu vas manger comme ça et t'habiller comme ça. Et nous, quand on arrive sur le terrain concret, on dit on va quand même pas faire un catalogue. Alors je suis d'accord, il va pas faire un catalogue. En fait, si, il faudra un catalogue, vous pensez, Charlotte Non, mais en Dornelas ? fait, je sais pas s'il faut un catalogue, mais il faut rentrer dans le dur au bout d'un moment, parce que on va pas se sauver avec des valeurs pendant que des mecs font des vidéos extrêmement concrètes sur Internet pour expliquer aux gamines comment mettre leur abaya, comment attacher la ceinture pour que précisément le pays islamophobe ne puisse rien dire. Je veux dire, eux, ils sont rentrés vraiment dans le dur du dur. Comment vous réagissez quand un prof dit ça ? Comment vous réagissez à la cantine ? Comment vous arrivez habillé le matin ? Donc en effet, la loi et le règlement sont constamment en retard. Et c'est pour ça que moi je pense que là, ce qui apparaît absolument évident, c'est-à-dire que en effet, ça fait là, on devrait
au minimum avoir 2 jours de calme et de sérénité dans ce pays pour rendre hommage à Samuel Paty. Et résultat, on se retrouve à moitié avec des émeutes, notamment motivées dans un lycée par la question des tenues vestimentaires. C'est quand même plus qu'inquiétant. C'est à Nanterre. Donc à Nanterre. Ouais. Et donc en effet, la question de l'uniforme qui paraît être la solution à la fois la plus facile à mettre en place et la plus radicale au bon sens du terme pour stopper au minimum cette offensive sur le terrain des habits. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois? On va mettre 4 ans et demi à se poser la question. La dernière fois qu'on a parlé de l'uniforme, on est mais ça va se coûter super cher, c'est extrêmement compliqué. Qui va payer les tenues? Est-ce que ce sont les familles et la question c'est de savoir ça leur coûtera moins cher. Est-ce qu'on veut vraiment trouver une solution ou pas? Parce que le dialogue. Je loue votre pragmatisme, parce que ce que vous avez fait tout à l'heure, même si j'ai eu l'air un peu de vous désavouer, pas du tout, Carole. Non, je loue votre pragmatisme. Voilà, il faut être pratique. Le ministre lui-même est rentré, a dit qu'il ne voulait pas précisément rentrer dans le détail pratique parce que ce serait fastidieux pour l'éducation. Mais vous pensez comme Charlotte qu'il devrait? Mais non, moi je pense qu'effectivement c'est impossible parce qu'il y aura toujours des parades. Donc la vraie bonne solution pratique et efficace, qui en plus ne serait pas totalement choquante puisque l'école est quand même un lieu particulier où les élèves doivent être protégés, ce serait pas forcément choquant d'imposer le port de l'uniforme qui voilà, c'est une solution pratique et efficace. Mais vous savez, moi j'ai une information qui m'a surpris en même temps, je trouve qu'elle est assez emblématique de ces difficultés, comment dire, l'absence de volontarisme. Vous savez, le collège du Bois d'Aulne de Samuel Paty, normalement il devait être rebaptisé Samuel Paty, ça fait 2 ans que ça dure, il sera jamais rebaptisé. Non, il ne le sera pas. Personne et il n'y aura pas de statut ni de parce qu'on dit ça ne doit pas être une nécropole, ça risque de concentrer, parce que tout le monde a peur, de retenir l'attention, voilà. Parce que tout le monde a peur. Et alors, moi, je suis pas du tout là en mode leçon, parce que j'entends certains qui disent, vous vous rendez compte, il y a des professeurs qui vont pas le faire. Bon, allez-y dans la classe, dans certains endroits, faire l'hommage à Samuel Paty. Allez-y, et puis attendez de voir ce qui se passe. Évidemment que certaines personnes ont peur. Évidemment qu'on est tout le temps à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir le sujet en face. Oui, il y a une offensive. Alors, évidemment, par le biais de certains élèves sont absolument inconscients de l'offensive à laquelle ils participent. Ça, c'est très probable. Vous avez un élève en face de vous qui dit, je m'habille quand même comme je veux. C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Évidemment que philosophiquement, depuis des années, on se dit, on va quand même pas faire des lois pour expliquer aux gens comment s'habiller. Évidemment, c'est pas dans notre tradition. Évidemment, politiquement, c'est difficilement défendable. Évidemment, philosophiquement, on n'a pas eu l'habitude. Mais là, se pose à nous une question qui est l'islam, qu'on appelle l'islam politique, en fait, la partie culturelle de l'islam, qui donne des codes qui régissent toutes les secondes de nos vies. C'est justement là-dedans qu'il faut pas rentrer. Parce que la différence entre cultuel et culturel, ça donne lieu à des débats absolument interminables. C'est très facile. Le culte est libre en France et la seule culture qui prévaut, c'est la culture française. À l'école, le problème de cette offensive, c'est que les arguments sont ceux-là. Ah mais non, c'est pas culturel, c'est culturel. Et donc on n'en sort pas. Merci Carole Barjon. Merci Charlotte Dornelas. Qu'on retrouve ensemble tous les lundis dans le Club de la Presse Europe 1, 8h40. Bonne journée à toutes les deux. Il est 8h56. Place à Philippe Vandel. Culture Média dans un instant. Bon